Mes amis, voici la preuve que, dans la guerre moderne, la première victime est toujours la vérité. Pendant des mois, les rebelles houthis financés par le régime iranien ont inondé les réseaux sociaux d'une célébration macabre. Ils prétendaient avoir frappé en plein cœur de la marine américaine. Ils disant que le porte-avions USS Dwight Eisenhower, le légendaire CVN-69, était en flammes, mortellement touché en mer Rouge. Mais les mensonges ne vont pas loin face à la réalité de l'acier et de l'atome. Des images satellitaires à haute résolution ont démasqué la propagande. Le géant n'a pas seulement survécu à l'une des missions de combat les plus intenses depuis la Seconde Guerre mondiale, il vient également de sortir de sa rénovation la plus rapide de l'histoire. Et maintenant, cette machine formidable est officiellement de retour. D'accord, ce que la marine des États-Unis a fait à l'intérieur de ce colosse en seulement 15 mois va changer l'équilibre des pouvoirs du Moyen-Orient jusqu'à l'Indo-Pacifique. Le géant s'est réveillé. Et il n'est pas seulement de retour, il est plus létal que jamais. Mais maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo. Ça demande du travail. Et maintenant, nous devons regarder ce que ce navire a affronté entre octobre 2023 et juillet 2024. L'Eisenhower, il n'était pas en croisière de routine. Il était en première ligne de l'opération Jardin de la Prospérité, protégeant le commerce mondial contre une pluie de drones kamikazes et de missiles balistiques anti-navires. Les chiffres sont accablants. Il y a eu plus de 13 000 sorties de combat entre les décollages pour des attaques. Ce n'est pas seulement un chiffre dans un tableau, c'est le bruit constant des catapultes lançant des chasseurs jour et nuit sans interruption. Ce qui s'est passé, c'est que la coque de l'Eisenhower a subi une dégradation physique brutale. Le sel, la chaleur et le stress du combat ont presque fait fondre la structure extérieure. Après l'apogée de la puissance navale américaine dans les années 70 et 80 et la chute de l'Union soviétique dans les années 90, l'establishment à Washington a été gagné par une arrogance dangereuse. Selon les costards cravates mondialistes, l'histoire était finie. Ils croyaient qu'il n'y aurait plus de grandes guerres et que le monde était désormais un endroit sûr et domestiqué. Dans ce contexte, la priorité a changé. Ils ont cessé de se préoccuper de l'entretien des chantiers navals et de la production de missiles pour se concentrer sur les discussions environnementalistes. Agenda vert et utopie diplomatique. Pendant que les États-Unis débattaient contre des crédits en carbone, leur cale sèche pourrissait. L'attention s'est détournée des armes pour se porter sur la bureaucratie, mais la réalité est un juge impitoyable. Le 11 septembre et les conflits subséquents au Moyen-Orient ont été les premiers avertissements. Et le véritable choc est survenu lorsque le monde s'est embrasé simultanément au Moyen-Orient, en Ukraine et en mer de Chine méridionale. L'hégémonie américaine avait été menacée là où elle est la plus vitale, en mer, et le diagnostic a été effrayant. Alors que la Chine construisait des navires comme on imprime du papier, lançant des flottes entières en un temps record, les États-Unis ont découvert qu'ils avaient perdu la capacité fondamentale de construire et de réparer leurs propres titans. L'industrie navale américaine, qui fut autrefois un colosse inatteignable, était à genoux, asphyxiée par des décennies de négligence et de manque d'investissement stratégique. Mais la donne a changé. Avec l'arrivée de Trump et l'injection de milliards de dollars, les États-Unis ont entamé un processus de résurrection industrielle que beaucoup considéraient comme impossible. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de la volonté politique et d'alliances stratégiques. Washington a cessé de se concentrer uniquement sur lui-même, a ravale sa fierté et cherche maintenant l'expertise et la capacité de production d'alliés comme le Japon et la Corée du Sud pour reconstruire son infrastructure navale. C'est le retour de l'arsenal de la démocratie, mais cette fois réajusté pour le XXIe siècle. Et c'est pourquoi de nombreux analystes doutent. Ils ont vu des retards désastreux comme ceux d'autres porte-avions, tels que l'USS George Washington et l'USS John Stannis, et ont décrété « l'Eisenhower sera hors service pendant des années ». Mais cette fois, ils se sont trompés. Passons maintenant à l'ingénierie de la bête. Pour comprendre la gravité de ce que représente l'USS Eisenhower CVN-69, il faut arrêter de le voir comme un simple navire et commencer à le considérer pour ce qu'il est c'est vraiment. Une île de souveraineté américaine propulsée par l'énergie nucléaire qui n'a pas besoin de demander la permission pour exister.
Nous parlons d'une structure de 95 000 tonnes d'acier et de technologie, un titan de la classe Nimitz qui déplace l'équivalent d'une flotte entière de nations plus petites. Le cœur de cette bête est composé de 2 réacteurs nucléaires Westinghouse A4D. Observez la gravité de cela. Ces réacteurs sont en pratique 2 petits soleils confinés à l'intérieur de la coque, générant suffisamment d'énergie pour alimenter une ville de taille moyenne. Cette propulsion garantit quelque chose qu'aucun navire conventionnel ne peut rêver, une autonomie de 20 ans sans avoir besoin d'une seule goutte de carburant externe. Le CVN-69 peut naviguer à des vitesses supérieures à 30 nœuds, ce qui signifie que cette montagne d'acier peut apparaître n'importe où sur le globe en quelques jours, naviguant à 56 km/h. Imaginez une structure de la taille de 3 terrains de football naviguant à cette vitesse. Et cette bête maintient une endurance au combat que Téhéran et Pékin ne peuvent tout simplement pas reproduire, pas même la Russie. Pendant la maintenance incrémentale planifiée de 15 mois à Norfolk, l'accent n'a pas été mis uniquement sur l'esthétique, mais sur la restauration de la capacité cinétique, le système de lancement et de récupération, les catapultes à vapeur, tout a été entièrement reconstruit. Ce qui se passe, c'est que ces catapultes doivent avoir la précision d'une montre suisse et la puissance d'un volcan pour lancer un chasseur FA-18 Super Hornet toutes les 20 secondes. Et après les 13 000 sorties de combat en mer Rouge, le fatigue métallique sur ces systèmes était terminal. La révision a garanti que le cycle de lancement reste implacable, permettant au navire de projeter sa puissance aérienne de façon continue, sans aucune défaillance. Mais pour comprendre la létalité de l'Eisenhower, il faut regarder ce qu'il transporte sur le pont. Ce ne sont pas seulement des avions, ce sont des extensions de la volonté américaine conçues pour transformer la supériorité technologique en destruction cinétique. Ah, comment le Brésil pourrait-il avoir ce pouvoir ? La bête, ce n'est pas seulement la mort. Elle voit à l'aveugle et frappe avec une précision qui ignore toute tentative de résistance. Le cœur offensif du navire réside dans les escadrons de chasse d'attaque, en particulier le VFA 131 Wildcats. Ils opèrent le FA-18EF Super Hornet, une machine polyvalente qui est la référence de l'aviation navale. Que font-ils ? Ces chasseurs sont responsables de mener les 13 000 sorties de combat. Ils sont conçus pour assurer la supériorité aérienne et effectuer des frappes de précision dans toutes les conditions météorologiques. Le Super Hornet possède 11 points d'emport pour les armes. Il peut transporter aussi bien des missiles RR AIM-120 AMRAAM pour nettoyer le ciel que des bombes guidées par laser et des bombes JDAM guidées par satellite pour pulvériser les bases de lancement de drones au Yémen. Ce qui se passe, c'est que ces pilotes opèrent sous un stress métallique et humain incroyable. Lancer l'une de ces machines toutes les 20 secondes exige que l'avion supporte une accélération de 0 à 260 km/h en seulement 2 secondes grâce aux catapultes à vapeur reconstruites à Norfolk. Si le système échoue, le chasseur devient un presse-papier de 30 millions de dollars au fond de l'océan. Si les Wildcats sont les poings, le E-2C Hawkeye est le cerveau et les yeux de la flotte. Facilement identifiable grâce à l'énorme dôme radar rotatif au-dessus du fuselage, c'est lui qui empêche l'Eisenhower d'être pris par surprise. Il fonctionne comme un centre de commandement et de contrôle volant. Sa fonction est l'alerte précoce. Il surveille plus de 6 millions de miles cubes d'espace aérien et maritime simultanément. Équipé du radar AN/APS 145, le Hawkeye est capable de détecter des menaces allant des chasseurs ennemis aux petits drones kamikazes, bien au-delà de l'horizon visuel du porte-avions. Il coordonne une attaque en guidant les Super Hornets vers la cible exacte avant même que l'ennemi ne sache qu'il a été détecté. Sans le Hawkeye, l'Eisenhower serait aveugle. En mer Rouge, c'est cette machine qui a permis d'intercepter les missiles Holtz dès leur phase de lancement. Il dessine la carte du champ de bataille en temps réel, garantissant que le navire ne soit jamais la cible, mais toujours le chasseur. Et la pièce finale, et peut-être la plus sinistre de cet engrenage, c'est le EA-18 Growler, très utilisé maintenant dans la guerre contre l'Iran. Visuellement, il ressemble au Super Hornet, mais à l'intérieur, c'est une arme de destruction électronique. Sa mission est la suppression des défenses aériennes ennemies. Il ne largue pas de bombes conventionnelles, il largue des bombes de données et des bruits électroniques. Le Growler utilise des pods de brouillage tactique ALQ-99. Il peut identifier, localiser et aveugler les radars et communications ennemies.
Il émet un cri électronique si puissant qu'il grille les circuits de réception des batteries de missiles anti-navires. Il rend les radars iraniens et les communications des groupes supplétifs inutilisables. L'ennemi appuie sur la gâchette, mais le missile ne sait pas où aller parce que le Growler a détourné le signal. C'est la garantie que la technologie américaine aura toujours le dernier mot dans le silence du spectre électromagnétique. Désormais, aucun titan de cette taille ne navigue sans protection. L'Eisenhower est le centre du groupe d'attaque CSG-2, une phalange d'acier composée de destroyers lance-missiles de classe Harley-Burke, comme l'USS Thomas Hunter, DDG-116. Ces navires sont équipés du système de combat Aegis, un réseau intégré de radars et de missiles intercepteurs SM-2 et SM-6. Ils forment un dôme de protection capable d'abattre des menaces allant de l'espace suborbital jusqu'aux torpilles dans les profondeurs. La présence de frégates alliées comme l'ITS Virginio Fassan italienne et la HS Psara grecque prouve que l'Eisenhower n'est pas seulement une force américaine, mais l'axe central d'une coalition mondiale. Il partage les données radar, crée un mur de défense en couche et s'assure que rien n'approche du porte-avions. Ce que la marine des États-Unis vient de remettre à la flotte, c'est un prédateur alpha recalibré. L'Eisenhower embarque à son bord un équipage de près de 5000 personnes, mes amis. Une main-d'œuvre hautement spécialisée qui maintient cette ville nucléaire opérationnelle dans des conditions de combat extrêmes. Le retour de l'Eisenhower avant la date prévue, surmontant même l'incendie d'avril 2026, est le signe que l'industrie de la défense américaine détient encore le contrôle des leviers du pouvoir mondial. Le géant ne s'est pas seulement réveillé, il a changé d'armure et il est prêt pour le dernier round contre quiconque oserait défier la liberté de navigation. Les analystes de la défense avaient déjà déclaré la mort de la préparation navale américaine, mais c'est là que la mobilisation a fait la différence qui a sauvé ce monstre et l'a remis à la mer. Plus de 4000 personnes travaillaient chaque jour sur le projet de rénovation, même lorsque le chantier naval lui-même subissait une rénovation structurelle massive. Et la livraison le 24 avril 2026 n'a pas été seulement un respect du délai, c'était une déclaration de guerre contre l'inefficacité. La marine des États-Unis a prouvé qu'elle était encore capable d'assurer la maintenance de ses moyens les plus précieux dans les délais. Maintenant, il faut reproduire cela avec d'autres navires et commencer la construction de nouveaux pour faire face à la Chine. Et là, vous me demandez, mais Shimon Oliveira, pourquoi le retour de l'Eisenhower est-il vital maintenant ? Regardez l'échiquier mondial. La paix au Moyen-Orient est-elle un mirage ? L'Iran continue de tester les limites à travers ses proxys et ses missiles. Sans porte-avions opérationnel dans la région, la dissuasion américaine est un tigre sans dents. Le retour de l'Eisenhower en mer place une base aérienne mobile protégée par des destroyers lance-missiles à nouveau à la gorge du régime iranien. Mais la véritable cible est plus grande. Dans l'Indo-Pacifique, la Chine observe chaque mouvement. Pékin mise sur la saturation de missiles pour repousser la marine américaine. Avoir l'Eisenhower prêt au combat signifie que les États-Unis conservent la capacité de projeter leur puissance sur 2 théâtres d'opération simultanément. Le message envoyé est clair, l'acier américain ne prend pas sa retraite, il se renouvelle. Et l'Eisenhower a prouvé que, même après des décennies de service, un géant bien entretenu reste le roi des océans. Il est une affirmation de souveraineté qui ne demande pas la permission de naviguer. Les ennemis pensaient avoir blessé le géant, mais il est simplement allé au vestiaire pour changer d'armure avant le prochain round. Le verdict est inévitable. L'USS Eisenhower est revenu pour réécrire les règles. Il a survécu aux mensonges des Houthis, à l'usure du combat et à l'incendie dans le chantier naval. Il est le symbole d'une industrie qui, malgré les critiques, sait encore comment garder ses titans debout. Mais la question que je vous pose est la suivante. Dans un monde de missiles hypersoniques et de drones à 1000 $, les porte-avions à plusieurs milliards sont-ils toujours les maîtres des mers ou sont-ils devenus des cibles flottantes ? Écrivez votre avis ici dans les commentaires et je vais tous les lire. Je veux savoir qui ici comprend vraiment la stratégie. Et si vous voulez approfondir encore plus ce sujet et accéder à des analyses approfondies dont nous ne pouvons pas parler ici à cause du temps et même de certains termes interdits sur la plateforme qui n'étaient qu'un terrain loué, rejoignez notre bunker du renseignement. Là-bas, nous sommes une communauté de plus de 3000 abonnés qui financent notre travail et ne prennent pas les apparences pour la vérité.
Le lien est épinglé dans le premier commentaire et dans la description. Le QR code apparaît à votre sortie. Et pour protéger votre conscience du déclin culturel et de l'ingénierie sociale, découvrez notre nouvelle chaîne de séries et de films. Une vraie culture pour ceux qui valorisent l'intelligence. Sans culture woke, sans pleurnicherie, avec une sélection de séries vraiment sympas pour que vous puissiez en profiter en famille. Maintenant, protégez votre esprit. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo. Je suis Shimon Oliveira et je vous attends à la prochaine. À bientôt.